Donc d'abord, Elan, nous sommes une société de conseil en immobilier, filiale de Bouygues Construction. Nous sommes là depuis plus de 50 ans. On a plusieurs métiers. Donc d'abord, on a une expertise dans le management de projets, tout ce qui est maîtrise d'œuvre en conception et exécution. Et on a également un deuxième métier sur l'excellence environnementale, avec plus de 70 experts sur des thématiques diverses comme le bas carbone, la biodiversité, l'économie circulaire et la performance énergétique du bâtiment. Donc, notre mission chez Elan, c'est d'accompagner les acteurs, les projets et les territoires sur la transition environnementale dans un contexte climatique compliqué et aussi d'épuisement des ressources pour être capable de créer et concevoir des bâtiments qui ont un impact réduit sur l'environnement. Donc c'est notre profil multi-expertise qui nous permet donc d'accompagner les acteurs comme Sogeprom depuis la phase conception très en amont d'un projet jusqu'à la phase livraison et même pendant quelques années en phase exploitation. Et donc ça nous permet aussi d'avoir une vision globale sur les projets et de les accompagner comme on l'a fait pour les projets Oxygène, dans le but de respecter donc les objectifs environnementaux qui sont très ambitieux, mais aussi d'atteindre les labels et certifications qui vont nous permettre d'attester de l'exemplarité du projet. Donc voilà, un peu déjà ce qu'on a fait sur Oxygène. On a pu les accompagner depuis la phase concours. Donc je peux vous dire que la valeur ajoutée qu'on a pu apporter, c'est ce qu'on a été sollicité très tôt sur les projets. Donc ça, c'est une preuve aussi de la sensibilisation et de l'engagement de la maîtrise d'ouvrage ainsi que toutes les équipes de maîtrise d'œuvre avec qui on a pu travailler, échanger. On continue à échanger avec l'architecte en phase d'exécution et aussi en phase de conception. Au moins à mon avis, c'est le plus important, c'est la phase conception d'un projet où on peut vraiment définir les objectifs qui seront à atteindre. Donc on a fait des échanges avec le bureau d'études thermiques, bureau d'études structurelles. Voilà, pour définir quelles seront les actions à mettre en œuvre et garantir qu'on aura vraiment une opération inscrite dans une démarche bas carbone. Ensuite, ce que je peux aussi vous dire, le bas carbone, comme il a été évoqué, bien sûr, il peut être constaté d'une façon globale sur cette opération. On ne parle pas uniquement du mode constructif. Déjà, on a des bâtiments tout en béton ou mix béton-bois, mais on parle aussi de la performance énergétique exceptionnelle de ces bâtiments et également les solutions techniques qui ont été mises en œuvre à la fois également sur une échelle plus large de la parcelle. On a une stratégie environnementale appliquée à la gestion des espaces verts. Comme vous avez pu voir, on a des jardins privés, le cœur du lot qui est tout végétalisé. Donc ça apporte une valeur ajoutée aux futurs usagers qui pourront donc vivre dans un écosystème qui a une valeur significative en termes d'écologie, mais aussi de confort et voilà, du bas carbone en parallèle. Et je voulais aussi mentionner quelques points qui font aussi que cette opération respecte cette démarche bas carbone. On parle aussi de la mobilité douce, du confort des usagers et également la gestion des déchets et les chantiers propres qu'on est en cours d'accompagner actuellement. Donc voilà, ce que j'ai à vous dire, c'est pas que la solution technique, les modes constructifs qui font que l'opération soit un très bon exemple de démarche bas carbone, mais aussi toutes les thématiques qui viennent à côté de tout ça. On a pu pas mal échanger avec l'équipe maîtrise d'œuvre sur l'éco-conception, sur la conception bioclimatique et aussi on a pu préconiser pas mal de matériaux biosourcés, pas que dans les bâtiments tout en bois, mais aussi les bâtiments en béton, ce qui permet donc d'avoir comme résultat un projet très performant et un très bon exemple de projet avec une démarche bas carbone très ambitieuse. Carbone est une solution plurielle
donc qui englobe tout ce que vous venez de citer. Donc, Exactement. ça me fait la transition pour vous, Charles-Henri. Alors, en complément des labels, je vais passer. En complément des labels de l'innovation et de la technologie, l'architecture elle est indispensable dans l'acte de construire. Charles-Henri, dites-nous comment vous avez pensé ce projet avec nous depuis l'origine. Bonjour à tous. Comme on l'a vu, comme l'a expliqué Arnaud, la question de la construction de la ville, et en particulier de la construction de la ville de Montévrain, aujourd'hui prend en compte non pas que les bâtiments, mais ce qui se passe entre les bâtiments. Et toute la présentation qui était faite sur ce nouveau rapport aux extérieurs, à la manière de gérer les eaux de pluie en surface et non plus par des réseaux enterrés, elle a trouvé un écho dans la proposition qu'on a faite au moment du concours, où on a un petit peu remis en cause la fiche de l'eau qui supposait de construire 3 bâtiments plutôt comme 3 barrettes, et finalement les espaces extérieurs étaient la résultante des bâtiments. Ce que nous avons proposé, c'était un peu de revoir cette organisation du plan masse pour créer une sorte de grand jardin central qui était évoqué à plusieurs fois. Et un jardin central qui soit un jardin de pleine terre et qui puisse du coup accueillir de véritables plantations, des arbres de haute tige, et surtout qui allait nous permettre de travailler sur le traitement des eaux de pluie en rétention et en infiltration. C'est aussi avoir un jardin pour une résidence, un jardin dans lequel on peut se déplacer, vivre, jouer. C'est aussi une qualité qu'on apporte au logement, c'est pas juste un jardin d'agrément visuel. Donc ça c'était ce qui a fondé le plan masse, et puis après il y avait tout un travail sur le rapport entre les logements et cet espace-là, et aussi sur le rapport à l'ensoleillement. Il y a, en fonction de la situation urbaine, sur le bâtiment qu'on voit qui est au nord de la parcelle, qui montait à R+7 et R+5, on réagissait à une situation urbaine où on était en entrée de ville, où on se permettait d'avoir un élément à l'angle qui était une sorte d'élément un peu plus signal, qui faisait la porte d'entrée sur la grande avenue, et puis après on venait retrouver les gabarits des autres bâtiments existants à R+5 le long de l'avenue, et puis qui descendent ensuite à R+2 le long du futur parc qui va être réalisé. Et cette orientation permet aussi d'avoir le bâtiment le plus bas côté sud et de laisser le soleil pénétrer au cœur du jardin, et ainsi diminuer tous les logements qui sont orientés sur le jardin. La majorité des logements est à multiples orientations, voire elles sont traversants. Voilà, on voit les rapports de vue, le bâtiment le plus haut pouvant voir au-dessus du bâtiment le plus bas en direction du parc, en direction du sud. Voilà, et donc on a ce montage qui est assez, je pense, parlant sur l'organisation, la relation à la ville, qui a aussi beaucoup joué sur l'écriture architecturale, puisqu'on avait des bâtiments qui avaient une structuration assez classique avec des socles, un développement, on va dire, plutôt sur des maçonneries enduites, et puis un couronnement varié suivant les projets. Et donc on a essayé de reprendre cette thématique-là en la réinterprétant sur notre projet. Voilà, si on regarde le plan masse qui a été réalisé, on voit bien ce jardin au centre qui a été rendu possible par l'organisation du parc de stationnement, parce qu'en réalité, vouloir faire un jardin, ça suppose de se poser la question et des infrastructures et des réseaux, et c'est jamais aussi simple qu'on le souhaiterait. Et organiser un parking en anneau, c'est intéressant parce qu'on se met sous les fondations. C'est un dispositif récurrent sur certains autres projets. Mais c'est pas forcément simple, c'est pas forcément économique, mais ça nous permet d'avoir un jardin pérenne et qui porte des vraies qualités. Et voilà, donc on voit le dessin du jardin avec tout des bassins de rétention et différentes zones d'agrément, de pratiques communes pour les habitants. Voilà. Donc, notamment dans ces qualités particulières, c'est que voilà, quand vous plantez en pleine terre, vous savez que vos arbres ils vont bien se développer, que vous allez pouvoir infiltrer les eaux de pluie, que vous allez pouvoir développer aussi des vrais écosystèmes qui seront en relation aussi avec les extérieurs de notre parcelle, puisqu'on a un parc au sud et à l'ouest du bâtiment, donc il y a des véritables continuités
des systèmes, et puis d'apporter des vrais usages aux habitants pour venir profiter d'un vrai jardin. On habite dans un appartement et en même temps on a un jardin. Voilà, et rapidement quelques photos du chantier pour montrer que voilà, toutes ces choses, tout ce qu'on dit, c'est pas que du papier, ça prend forme. Pour l'agence, c'est la première fois qu'on va réaliser un bâtiment classé E3, C2. Sur le petit bâtiment que vous voyez là qui apparaît noir, parce que c'est le pare-pluie des ossature bois. Et puis on est donc en E3C1 pour les 3 autres bâtiments. Voilà, juste en passant, c'est très intéressant, c'est pas la première fois qu'on travaille avec la structure bois et à chaque fois on a ce même ravissement de voir la rapidité avec laquelle le bâtiment se monte, puisque tout le travail est fait en amont dans des ateliers. Ça suppose aussi une autre qualité de travail pour les ouvriers, ça participe aussi à toute cette nouvelle réflexion sur comment travailler sur les chantiers. Parce qu'entre faire du béton sous la pluie en plein hiver et travailler dans un entrepôt pour assembler des murs à ossature bois, c'est pas la même discipline et c'est pas le même confort. Ça demande beaucoup de travail en amont. Les choses elles doivent être absolument réglées en amont parce qu'une fois que ça arrive sur le chantier, c'est juste un assemblage et les choses elles sont réglées. Voilà, je passe rapidement si ça veut bien. Voilà, on a même la chance. Un des problèmes de l'ossature bois, c'est qu'aujourd'hui les questions de sécurité incendie font qu'une grande partie des structures bois sont protégées. Là, comme on est en deuxième famille sur ce bâtiment, on arrive à avoir quelques éléments en bois visibles à l'intérieur des logements et ça participe à la fois à rendre intelligible le mode constructif et aussi d'apporter une qualité certaine à l'intérieur des logements. On réalise des prototypes qui ne sont pas simplement des témoins de façade, mais qui sont des vrais prototypes où les entreprises expérimentent les modes d'assemblage. Et on voit notamment cette superposition des différentes matérialités avec les attiques qui sont en structure bois sur les bâtiments qui sont en béton et le bâtiment sud est totalement en bois. On voit aussi des dispositifs assez simples sur les brises-soleil orientables sur les balcons qui permettent à la fois de se protéger du soleil, de moduler la lumière et aussi de ventiler le logement tout en étant protégé du soleil, qui ne sont pas forcément des dispositifs toujours communs dans le logement, mais qui sont des vraies qualités qu'on apporte aujourd'hui. Voilà, et la construction bois, on en parlera peut-être un petit peu après, ça pose aussi pas mal de questions de mise au point et de relations avec les entreprises, avec les filières. Alors, je vous remercie Charles-Henri. Effectivement, donc un projet collaboratif partenarial, des modes constructifs innovants, des usages pensés. Mais moi j'ai une question pour vous tous, une question dans tous les esprits. Construire vertueux, ça coûte cher. Comment les acteurs de la fabrique de la ville doivent s'armer pour ça? Et je vous laisse le choix. Qui démarre? Peut-être l'aménageur, monsieur l'aménageur, Arnaud. Merci. Alors nous, notre rôle d'aménageur, effectivement, c'est de sécuriser en amont. On a bien conscience de toutes les difficultés qui peuvent être rencontrées par les promoteurs en phase chantier. Donc nous, on sécurise l'amont. Bon, d'abord sécuriser dans la livraison des terrains par rapport à toutes les contraintes archéologiques ou autres. Normalement, sur les terrains des Pas-Marnes, on n'a pas de mauvaise surprise. Et puis également, ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on sécurise également la charge foncière qu'on vend aux différents promoteurs. On pratique surtout pas et pas Marne la course à l'échalote, de se dire je vais vendre le plus cher possible le terrain. Nous, notre volonté, c'est de sécuriser. Donc, par exemple, désormais, on est à des charges foncières aux alentours de 600 €, mais qui sont stabilisées. Dans le diffus, un opérateur qui construirait dans le diffus aurait des coûts d'achat du terrain au moins 30% au-dessus de ça. Ça, c'est important parce qu'on a un niveau d'exigence important. Je le disais au tout début de la présentation, notamment sur la construction décarbonée. Donc, on souhaite que la charge foncière soit sécurisée. Et puis il y a tout ce travail toujours sur l'amont avec les promoteurs et leurs architectes sur un coût de construction. On s'entend sur un coût de construction dès le départ qu'on inscrit contractuellement dans la promesse de vente. Et je dirais même qu'on travaille même avant même de signer l'acte de vente final, puisque au moment du concours architectural, si nécessaire, on va
va main dans la main avec les promoteurs travailler à des ajustements en ayant à nos côtés des économistes de la construction, les architectes qui répondent, etc. pour que le jour où on retient un projet, son image et sa qualité, on sache où on va en termes financiers. Après, sur l'aval, c'est vrai que là, c'est plutôt vous qui prenez la main, donc je vous laisserai répondre. On fait quand même des démarches un peu spécifiques quand on est... Bon, le bois aujourd'hui est beaucoup plus classique, mais par exemple, sur la brique de terre crue, ce qu'on a fait pas mal, on a essayé de développer une filière locale avec une entreprise qui s'appelle Alkern, au travers d'un projet à Chanteloup, juste à côté, là, en briques de terre crue. Bon, ça n'a pas été un gros succès. On n'a pas réussi à faire en sorte qu'il y ait une petite usine qui s'implante. Bon, c'est pas très grave. On va finalement le faire, ce projet Cycloterre, là, qui est une usine à Sevran. Mais on essaye aussi parfois, quand c'est des matériaux soit biosourcés, soit géosourcés, qui nécessitent qu'on réfléchisse en avant au mode de produire, on essaie aussi d'accompagner. Mais là, c'est plus ponctuel, c'est vraiment sur des choses très spécifiques. Merci Arnaud. Charles-Henri, pour l'architecture, Oui, comment s'armer face à... alors, bon, on voit que la question de la décarbonation des bâtiments, elle passe en grande partie au moment de la construction avec les matériaux qu'on utilise. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément d'évolutions sur comment dire, pas seulement les choix, mais en tout cas la réflexion qui est portée sur les modes constructifs. Avant, on se posait assez peu de questions, maintenant on s'en pose beaucoup plus. Et on voit réapparaître la pierre massive porteuse, on voit apparaître la brique de terre crue, le pisé reviennent, qui sont des modes de construction séculaires et qu'on a un peu laissé de côté pour de assez triviales questions économiques. Alors moi je me réjouis de pouvoir travailler en ce moment, de voir ce basculement. J'ai commencé à travailler une vingtaine d'années. Moi, j'ai grandi en Bourgogne au milieu des murs de pierre et mon rêve c'était de construire en pierre. J'ai tout de suite compris que j'y arriverais pas et que mon alternative c'était de travailler avec du béton parce que c'était un matériau simple et pérenne. Et aujourd'hui j'ai la capacité de travailler sur des projets où les modes constructifs sont différents. Ça a quand même quelques limites. Évidemment, il y a cette question de l'économie où on est obligé de border très en amont ces sujets-là. Et même quand on commence de le faire, on se retrouve confronté à des sujets, par exemple, réglementaires. Si aujourd'hui vous voulez construire en pisé, vous n'avez pas de référentiel sur gérer structurellement le contreventement d'un bâtiment en pisé, ce qui fait que vous pouvez avoir du pisé partout dans le monde, avec des bâtiments qui peuvent monter à plusieurs étages. En France, vous n'avez pas la capacité de le faire aujourd'hui. On se confronte aussi à des questions de filière. On utilise de plus en plus de bois aujourd'hui en France dans la construction. Et pourtant, on a des problèmes sur l'approvisionnement, on a des questions géopolitiques qui sont responsables de ça, on a des questions climatiques aussi. On travaille par exemple dans le Doubs, ils ont des forêts qui ont été structurées pour développer un maximum de bois. Il se trouve que les hivers ne sont plus assez froids, ne tuent pas les parasites et il y a par exemple le scolite qui vient attaquer les forêts du Doubs et qui met à mal toute la chaîne de production de cette région. Et donc on se retrouve coincé avec une demande qui augmente pour ce matériau et une offre de matières premières qui n'arrive pas à fournir. Et après, on a aussi toutes les entreprises de transformation et de pose où on est encore, c'est des filières qui sont encore pas assez développées par rapport à la demande aujourd'hui. Trouver des entreprises capables de faire des murs à ossature bois, de faire du bardage bois, on les compte sur les doigts de la main dans un environnement proche. Et elles commencent à être toutes saturées de travail. Donc, même s'il y a il y a de nouvelles ambitions qui sont portées, voilà, on doit petit à petit réussir à transformer toute la filière de production depuis la matière première jusqu'à la fin d'un chantier. Effectivement. Monica, comment Elan va s'armer pour accompagner Alors, cette transition ? pour compléter un peu ce qui a été déjà dit, je suis tout à fait d'accord
il faut attaquer le sujet depuis les phases plus en amont possible. Donc nous, Élan, on est là pour accompagner les acteurs pour mieux comprendre les territoires dans lesquels vont naître les projets. Donc quelles sont les caractéristiques de ces territoires et ses habitants, les caractéristiques sociodémographiques, économiques, et à la fin pour bien savoir et comprendre quels sont les besoins de ces territoires et de ses habitants. Donc c'est un sujet qui doit être abordé tout en amont. Donc je rejoins ce qui a été évoqué. Et c'est ce regard en amont qui nous permet d'aboutir à une conception qui sera vraiment globale et qui prendra en compte plusieurs thématiques comme celles qui ont été déjà évoquées. On parle de confort des usagers, de l'environnement et notamment aussi la réponse aux besoins et l'adéquation aux besoins de ces territoires et de ses habitants. Donc plutôt à l'échelle du bâtiment, je voulais aussi évoquer un sujet, je trouve ça très important sur la décarbonation. On ne peut pas prendre le risque de passer à côté de l'échelle humaine et d'usage et habitabilité d'un bâtiment et se focaliser uniquement sur les solutions techniques et les modes constructifs. Il faut aussi prendre en compte toutes ces échelles qui sont aussi importantes pour répondre à la décarbonation. Et voilà, comme je me répète, mais c'est en phase amont où on va être capable de sensibiliser tous les acteurs et garantir que tout le monde s'engagera sur ce sujet. Et c'est vraiment le travail collaboratif, c'est la seule solution pour qu'on puisse se préparer à la décarbonation et anticiper les choses le plus tôt possible. Merci Monica. Une petite question, toute dernière question. Pour la route, quel enseignement vous tirez de cette aventure Oxygène à nos côtés? Et je vous dirai aussi mon enseignement. Arnaud, tous les regards. Alors, on va trouver que je suis faillot, mais objectivement, ce projet, il est exemplaire. On développe, moi dans mon périmètre, on fait 1000-1500 logements chaque année. Dans tous les programmes qu'on développe, on a assez souvent des problèmes, soit en phase conception, soit en phase réalisation. Pour l'instant, c'est un projet exemplaire parce qu'on l'a monté dès le début, main dans la main. Le concours a été tenu dans les délais prévus, le permis de construire aussi, et le démarrage du chantier, j'en remercie notamment les équipes de Sogeprom, dans le délai prévu. Pour nous, c'est fondamental parce que quand on conçoit un quartier, on travaille très en amont avec la collectivité, par exemple, sur les questions des effectifs scolaires. C'est important pour nous que les opérateurs soient au rendez-vous des délais qu'on s'est fixés ensemble, parce que derrière, pour les ouvertures de classe, pour etc., on ne peut pas se permettre que des programmes se décalent d'un an, de 2 ans, etc., sinon ça fout le bazar partout. Donc moi, je tiens vraiment à remercier Sogeprom et toute son équipe là-dessus, parce qu'on a tenu quasiment au jour près les engagements qu'on s'était fixés en termes de planning. En termes de qualité également, on l'a vu, le concours était de très bon niveau. Je me souviens, on s'était vraiment régalé. C'est pas toujours le cas. Moi, je vois beaucoup de concours, je participe à beaucoup d'auditions. Là, c'était vraiment du top niveau. Et le projet qui sort aujourd'hui est à la hauteur de ce qu'on avait décidé ensemble avec les collectivités. Et encore récemment, monsieur le maire de Montévrain, qui est pourtant quelqu'un de très très exigeant, nous refaisait des compliments sur ce projet qui pour lui est exemplaire. Et puis le dernier élément, c'est aussi, je pense, quand même dans cette opération, la compréhension que le projet est dans un contexte. Et c'est assez marrant que Charles-Henri soit permis d'un petit peu faire évoluer la fiche de l'eau. Peu d'architectes osent le faire, et ça s'est bien passé avec l'urbaniste coordinateur parce qu'il a compris que du coup le projet était beaucoup plus ouvert et beaucoup plus en dialogue avec nos espaces extérieurs qui sont un grand parc. En fait, on a un grand parc qui passe devant. Et ça aussi, c'est intéressant parce que voilà, ça veut dire qu'on n'a pas forcément la science infuse sur tout et que c'est bien aussi de se dire on va faire percoler les idées des uns et des autres. On pourrait qualifier ça d'intelligence collective. Enfin, pour le coup, ce projet-là, pour moi, il est vraiment exemplaire pour l'intelligence collective. Et pour le bas carbone, mais aussi pour l'intelligence collective. Donc c'est engagement, exigence et audace. Oui, et puis tenue des délais. Nous, on est vraiment victimes en tant qu'aménageurs aux côtés des collectivités sur des opérations qui prennent des retards pharaoniques et ça pose tout un tas de problèmes de gestion urbaine, des écoles, des routes, des places, des commerces. Enfin, vraiment,
C'est vraiment important, d'où l'importance de sécuriser vos coûts pour que vous-même vous puissiez effectivement tenir vos engagements. Rendez-vous après, l'étape suivante c'est les habitants. Hein, donc on espère que les habitants seront contents de leur logement et de leur quartier. Charles-Henri, un enseignement, une miralité, un souvenir. Alors, un enseignement, donc c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est la première fois qu'à l'agence on faisait un bâtiment aussi performant en termes carbone et énergie. On s'aperçoit que comme ça fait évoluer un certain nombre de paradigmes de la construction, ça implique tout de suite le maître d'ouvrage qui est tout de suite demandeur d'avoir plus d'informations sur comment on arrive à obtenir tout ça. Ça implique d'autant plus tous les bureaux d'études qui ne peuvent pas rester sur leurs acquis et qui doivent aller chercher les bonnes résolutions. Et je trouve que c'est ce qui crée aussi la cohésion dans la réflexion sur le projet. Et ça peut avoir deux visions, on va dire. Une qui pourrait être un peu négative, c'est-à-dire... Ah. Allô, allô? Vous m'entendez plus? C'est bon. Ça peut avoir deux directions. Celle qui serait un peu pessimiste, qui est de voir que finalement on se rassure derrière des mesures performantielles, de dire on arrive à atteindre tel label, on est biosourcé niveau ceci ou cela, et que ça se fasse au détriment de la qualité du projet, parce qu'avoir des bons logements, on peut avoir des logements qui sont au bon niveau de carbone, mais ne pas être des bons logements. Mais la qualité d'usage, le rapport, par exemple, aujourd'hui avoir des logements avec une salle de bain éclairée naturellement, c'est une chose qui est importante, qu'on arrive désormais à faire. Il y a 20 ans, impossible de pouvoir faire ça dans un bâtiment de promotion privée. Aujourd'hui, c'est possible, et ça c'est très bien. Et donc ça c'est la limite. Et le bon côté, c'est que ça fait vraiment évoluer la construction, et que ça permet de franchir des barrières, que ça fait évoluer aussi la manière de concevoir la ville dans sa globalité, et c'est extrêmement positif. Je rejoins Charles-Henri sur la question des labels. On a pu remarquer que sur cette opération, les labels, ils n'ont pas limité les démarches sur cette opération. Ils ont toujours poussé à aller au-delà des labels et trouver des solutions encore plus innovantes qui nous ont permis alors d'évaluer cette opération par rapport aux réglementations actuelles et aussi aux réglementations futures. On a pu quand même évaluer que, là je parle plutôt du bâtiment tout en bois, c'est un bâtiment, le projet en général, il n'est pas imposé à la RE 2020, mais c'est un projet qui respectera la RE 2020, donc ça démontre son côté d'anticipation aux réglementations, et là notamment le bâtiment en bois, il serait même capable de respecter les seuils imposés pour l'année 2028. Donc les labels, on les voit comme, pas tout simplement des labels techniques qui nous imposent et qui ont un référentiel qu'on doit forcément respecter, mais juste des outils de calcul, d'évaluation de l'empreinte carbone et des caractéristiques environnementales de ces bâtiments, qui nous permettent donc de les situer par rapport aux réglementations actuelles, et même d'anticiper ce qui est à venir, qu'on voit clairement sur le projet Oxygène. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Si, vous m'entendez. Un dernier mot pour vous dire, décarboner les projets, c'est des idées, des paroles, une conviction partagée et des actes. Et je remercie tous les collaborateurs de Sogeprom d'être les acteurs de la ville de demain. Merci à vous.